Bonjour à tous. Merci évidemment pour commencer au comité d'organisation, au comité scientifique du MAPAR pour cette invitation et la confiance accordée régulièrement. Et puis accessoirement pour me confier un sujet ultra intéressant autour du gap CO2. Petite question à la salle, qui utilise cette affaire? Donc on voit, c'est pour des happy few quoi. Alors vous allez voir, en fait, le gap CO2, c'est quelque chose finalement d'assez simple et qui peut, dans un certain nombre de circonstances, apporter des infos probablement assez utiles, en tout cas pour orienter la stratégie de réanimation. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment on peut utiliser ça et quelles informations on peut tirer de ce gradient ou de cette différence artério-veineuse en CO2. Donc évidemment, brièvement, je vous déclare mes liens d'intérêt, rien, vous allez voir, qui devrait interférer en tout cas avec mon propos, puisqu'on va surtout parler de physiologie, pour essayer de vous faire comprendre un peu de quoi il s'agit, de quoi il retourne. Alors vous savez que quand on prend en charge des patients qui sont en insuffisance circulatoire, en grand état de choc, on a un peu l'habitude de distinguer différentes phases dans la réanimation. Et évidemment, l'une d'entre elles est celle qui va consister à essayer de faire en sorte, en tout cas, que la dette en oxygène soit la moins importante possible et d'essayer de garantir, tant qu'on peut le faire, et par différents moyens, de garantir en tout cas que le transport en oxygène que l'on va pouvoir estimer, évaluer, est en adéquation avec ce que le patient consomme au travers donc, de son besoin en oxygène. Et pour faire ça, on a un certain nombre d'outils que l'on utilise, évidemment le débit cardiaque qui est assez régulièrement mesuré et monitoré. On a des paramètres d'oxygénation type la saturation veineuse centrale ou non centrale en oxygène, et puis on a le lactate. Et vous savez que le lactate, c'est aujourd'hui un élément sur lequel les recommandations nous proposent ou nous suggèrent de nous attarder, et il est suggéré en tout cas de mesurer le lactate pour, en tout cas chez les patients qui sont en état de choc, et en particulier pour les patients qui présentent un sepsis, qui est un paramètre sur lequel on va pouvoir adapter, guider notre prise en charge réanimatoire. L'idée étant de vérifier que ce que l'on fait s'accompagne d'une diminution de la lactatémie. Pour autant, et dès à présent, il y a quelques diapositives, on va y revenir, mais le lactate n'est pas un marqueur qui permet de qualifier la qualité de la perfusion tissulaire. C'est un marqueur qui peut renseigner, il n'est pas parfait, mais qui peut renseigner sur l'existence ou non d'une hypoxie, mais qui n'est pas un marqueur d'hypoperfusion tissulaire, et donc qui présente un certain nombre de limites, puisqu'il ne va pas répondre totalement au cahier des charges, qui est de savoir si le patient présente ou non, conserve encore des signes d'hypoperfusion. Et donc le lactate est un élément qui est évidemment important, mais sur lequel, malheureusement, à cause duquel il y a un certain nombre de limites et qui ne répondra pas parfaitement au cahier des charges, qui est celui que l'on s'impose, à savoir, encore une fois, vérifier ou essayer de garantir qu'il y a une adéquation la plus large possible, en tout cas, entre le transport et les besoins en oxygène du patient. Et donc effectivement, quand cette inadéquation et cette dépendance du transport et de la consommation survient, les lactates augmentent de façon non rare, évidemment. Et donc c'est un bon marqueur, effectivement, pour juger de ça, mais qui, encore une fois, renseigne assez mal sur la qualité de la perfusion. Et puis vous savez aussi que le lactate, il peut évidemment augmenter dans plein de circonstances cliniques. Évidemment, il va augmenter quand il y a de l'hypoxie, mais ça n'est pas la seule raison pour laquelle on peut observer une hyperlactatémie chez un patient, et toute hyperlactatémie d'ailleurs ne mérite pas nécessairement d'optimisation hémodynamique, puisqu'il y a une production qui peut être également aérobique de lactate, et puis il y a évidemment tout ce qui est en lien avec une diminution de l'élimination du lactate. Alors le terme de clairance n'est pas très bien choisi, mais en tout cas son élimination, qui est principalement donc hépatique. Évidemment, si vous avez un patient qui a une défaillance hépatique, vous pouvez avoir une hyperlactatémie sans que pour autant que cette hyperlactatémie justifie que vous jetiez sur une poche de fluide ou sur un quelconque vasopresseur. Donc le lactate c'est bien, mais c'est pas parfait. Et c'est pas parfait, on sait qu'il y a effectivement une assez mauvaise corrélation entre les variations de la consommation d'oxygène et les variations de la lactatémie. On ne va pas s'attarder là-dessus, puisque, encore une fois, ce n'est pas l'objet de parler de la lactatémie. Pour autant, effectivement, on a besoin de pouvoir garantir, ou en tout cas estimer, évaluer
la qualité de la perfusion tissulaire de notre patient. Alors il y a des éléments cliniques assez simples, hein, effectivement les marbrures. Quand vous voyez que votre patient est marbré, c'est qu'a priori à l'évidence il y a quelque chose qui n'est pas adapté en termes de qualité de la perfusion. Et puis il y a des outils, des éléments cliniques qui sont aujourd'hui assez communément utilisés. C'est vrai chez les enfants en pédiatrie, ceux qui font de la réanimation en pédiatrie utilisent ça depuis très 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 longtemps. Et puis on se met à redécouvrir ces approches-là, le temps de recoloration cutanée. Et dans ce travail, ils ont assez joliment montré que en guidant la prise en charge de réanimation sur le temps de recoloration cutanée par rapport à une prise en charge basée ou guidée ou orientée par la mesure du lactate, ça permettait, alors, pas de façon statistiquement significative, mais avec un vrai signal quand même en termes de réduction de la mortalité confondue à J28, raison pour laquelle d'ailleurs euh, les auteurs et les investigateurs ont souhaité initier un essai plus large, l'Andromeda Shock 2, de façon à vérifier si sur un collectif de patients plus large, ça pourrait ou non marcher. L'idée derrière tout ça étant encore une fois d'utiliser des éléments cliniques, si possible, nous renseignant sur la qualité de la perfusion tissulaire et pas simplement sur de l'oxygénation. Alors, cette approche et ce concept, en tout cas, qui guiderait ou amènerait à réfléchir notre organisation et notre prise en charge sur la différence artério-veineuse sur le CO2, pardon, elle n'est pas nouvelle, hein, c'est des choses qui ont fait l'objet de multiples publications. On ne dispose malheureusement pas d'essais interventionnels ayant utilisé aujourd'hui le gradient veineux artérien CO2, mais en tout cas les arguments physio et physiopathes, ils existent depuis très longtemps. Donc ça c'est un travail auquel Jean-Louis Vincent avait été associé. Vous voyez, il n'est pas nouveau, hein, publié au début des années 90. Et déjà au début des années 90, quand on prend une population de patients en choc, et notamment en choc septique, et qu'on évalue ceux qui vont survivre et ceux qui ne vont malheureusement pas survivre à leur état de choc, on observe des vraies différences. Et notamment quand on regarde les patients qui avaient au départ de la prise en charge un gradient veineux-artériel en CO2 inférieur à 6 ou supérieur à 6 mm de mercure, on s'aperçoit qu'il y a des différences, notamment vous voyez, sur le débit cardiaque, il y a des différences sur le transport artériel en oxygène, alors même que le lactate, lui, il est élevé dans les deux groupes de patients. Et quand on regarde ce que deviennent ces patients-là, les patients survivants versus les patients non survivants, le gradient veineux-artériel en CO2 dans ce travail ressortait comme un facteur permettant de distinguer ceux qui survivaient de ceux qui ne survivaient pas de leur état de choc. Là où, par exemple, l'index cardiaque et le transport, vous voyez, il n'y a pas de différence, au moins initialement, à la prise en charge de ces patients-là. Et même quand on suit les recommandations, alors ça c'est les recommandations sur une version précédente, les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign, quand on suit les recommandations, c'est-à-dire quand on donne du fluide, vous savez comme les recommandations le proposent aujourd'hui, quand on introduit rapidement de la noradrénaline parce que le patient, malgré cet apport de remplissage vasculaire, conserve une pression qui est insuffisante, voire que l'on introduit de la dobutamine sur une valeur de SCVO2, telle que nous l'avait proposé Emmanuel Rivers, quand on a fait tout ça bien, il reste quand même un certain nombre de patients qui restent insuffisamment réanimés, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est ce qu'a essayé de mettre en évidence ce travail conduit par Fabrice Vallée il y a quelques années maintenant. Et donc ils ont fait exactement ça. Ils ont pris 50 patients qui venaient des urgences, qui arrivaient en réanimation. Ces patients, ils étaient réanimés, tels que les recommandations de l'époque, en tout cas, le suggéraient. Et malgré cette réanimation a priori bien conduite, vous voyez, ils conservaient une saturation veineuse centrale en oxygène qui était supérieure à 70%. Et ils ont regardé, à l'arrivée en réanimation, ceux qui présentaient un gap élevé ou ceux qui avaient un gap qui était plutôt bas. Donc le cut qui était retenu, c'était 6 mm de mercure, un peu comme dans le papier précédent de Jean-Louis. Et vous voyez qu'à la prise en charge initiale, donc on a des patients qui ont de vraies différences sur la SCVO2, mais pour autant, ils sont tous au-dessus de 70%, donc au-dessus du seuil, c'est-à-dire qu'ils ont tous satisfait l'objectif qui était de les ramener à une saturation au-dessus de 70%. Et quand on qualifie encore une fois ces deux populations de patients chez ceux qui avaient un gap élevé et ceux qui avaient un gap bas, il n'y a pas tellement de différence sur la pression artérielle. Je suis désolé, le pointeur il ne marche pas très bien. Donc pas de grosse différence sur la pression, pas de grosse différence sur la saturation, de vraies différences également sur le gradient veineux artériel en CO2. Il y a des patients qui vont garder un gradient veineux en CO2 élevé et d'autres qui au contraire, grâce à la prise en charge et à la poursuite de la prise en charge de réanimation, ils vont baisser leur gradient. Et quand on regarde l'élément d'outcome qui était traité dans ce travail, c'était uniquement la variation du SOFA score. Les patients qui avaient un gradient élevé qui a diminué, par rapport à ceux qui avaient un gradient qui a augmenté, il y avait des différences qui étaient jugées assez élégamment sur le score SOFA.
Alors comment ça marche et pourquoi est-ce que du coup ça peut être intéressant cette affaire de gradient Véno-Vartel en CO2? Alors, il faut se souvenir de ce que c'est. Ça n'est ni plus ni moins en fait finalement qu'une différence qu'on va mesurer entre du CO2, un échantillon de sang prélevé au niveau veineux et un échantillon prélevé au niveau artériel. Et on va faire la différence des deux. Alors on travaille en pression, puisque ce que vous apporter comme information à votre machine de gazométrie, c'est de la pression. Et on va voir que c'est une estimation du contenu qui en est faite. Donc retenez que le gradient, c'est la différence entre la pression veineuse en CO2 et la pression artérielle en CO2. L'une des difficultés quand on s'intéresse à cette littérature, c'est la multitude des dénominations. Donc on peut appeler ça la DPCO2, pardon, pas DPO2, mais DPCO2, mais la PVA-CO2, la VA-PCO2, le GAP-CO2, tout ça, ça renvoie à la même information, une différence entre la pression veineuse et la pression artérielle en CO2. Alors, il faut se souvenir aussi de quelques notions de physiologie de base, et vous savez que le CO2, c'est un élément normal qui est produit par le métabolisme aérobie. Quand on consomme de l'oxygène, on va produire du CO2, les tissus produisent normalement du CO2, et donc il y a une source de production du CO2 qui est purement normale, qui est celle du métabolisme aérobie normal. Et vous savez que la production de CO2, elle est liée à la consommation d'oxygène par le quotient respiratoire, et quand on change ne serait-ce que son mode d'alimentation, quand l'alimentation devient plutôt glucidique que lipidique, par exemple, on a tendance à augmenter son quotient respiratoire. Et donc, il y a une relation entre la production de CO2 normale et la consommation d'oxygène. Et puis, en parallèle de cette production aérobique de CO2, il y a également une production anaérobique du CO2 qui vient notamment de l'hydrolyse de l'ATP, du tamponnement des ions H+ dans les situations d'acidose par le bicarbonate, l'ensemble de tout ça amenant à une production anaérobique de CO2. Donc le CO2, il est produit de façon aérobique et également produit de façon anaérobique. L'ensemble de tout ça va amener à un transport du CO2 qui se fera principalement et dans la grande majorité sous forme de bicarbonate, mais également un peu de CO2 qui est stocké dans l'hémoglobine. Et il y a également un petit peu de CO2 dissous dans le plasma, mais vous voyez que l'immense majorité du CO2, il est présent sous forme de bicarbonate, avec une transformation qui est médiée par le fonctionnement de l'anhydrase carbonique. Et donc finalement, la production de CO2, le global, elle est donc le produit du débit cardiaque par la différence de contenu veineux artériel en CO2. Donc c'est l'équation de Fick finalement appliquée au CO2. C'est exactement la même chose que ce qu'on a avec l'oxygène, mais on l'applique au CO2. Donc la production de CO2, différence entre le contenu veineux en CO2 moins le contenu artériel en CO2 que l'on multiplie par le débit cardiaque. Comme je vous le disais, il y a une relation entre la pression et le contenu. Et cette relation, elle est médiée par le facteur K, on y reviendra juste après, parce que ça a son importance dans la façon dont on interprète la PCO2. Mais la production de CO2, donc on peut changer le contenu par la pression, et donc ça devient PVCO2 moins PaCO2 multiplié par K, multiplié par le débit cardiaque. Et donc la différence entre la PVCO2 et la PaCO2, c'est le produit de la production de CO2 par le facteur K que l'on divise par le débit cardiaque. Et donc quand on estime cette différence artério-veineuse en CO2, en fait, on a une estimation de cet ensemble, donc de la production de CO2, de la relation qui est entre le CO2 en pression et le CO2 dans le contenu, et également du débit cardiaque. Et donc cet ensemble va dépendre de fait de la quantité de CO2 produit, de la relation qui est entre la PCO2 et le contenu, et également donc du débit cardiaque. Et c'est parce qu'il y a une relation avec le débit cardiaque, notamment, vous allez voir que l'information qui nous est rendue par le gradient veineux-artériel en CO2 peut être intéressante pour la pratique clinique. Donc on va revenir rapidement là-dessus. Vous savez que la production de CO2, elle est directement dépendante de la consommation d'oxygène, on en a brièvement parlé, et de fait, quand le métabolisme oxydatif augmente, la quantité de CO2 produite de façon aérobie va également évidemment augmenter. Et puis la production de CO2, elle peut également être diminuée. Évidemment, quand le métabolisme aérobie est remplacé par un métabolisme principalement anaérobie, et de fait la VO2 diminue et donc la VCO2 va diminuer, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a également une petite production anaérobique de CO2, et donc finalement c'est cet ensemble que l'on va estimer.
Alors ça, c'est un très joli travail également conduit par Jean-Louis il y a quelques années. Vous voyez, ça nous ramène encore au début des années 90. Modèle expérimental chez du chien, chez lesquels on fait des tamponnades. Et donc, on génère une contrainte sur le cœur de ces animaux. Et vous voyez qu'il y a une assez jolie relation entre la consommation d'oxygène et la quantité de CO2, que l'on le prenne dans un sens ou dans l'autre. Effectivement, la VO2, elle est assez naturellement reliée à la VCO2. Et donc là, le gap CO2, il dépend de la VCO2, mais également évidemment de la consommation d'oxygène. On va s'arrêter juste 2 secondes sur ça, puisque c'est le fruit. Alors vous allez me dire, c'est des discussions presque, enfin, j'allais dire d'experts, mais c'est pas vraiment des discussions d'experts, c'est presque des discussions de comptoir sur la façon dont on interprète ou on analyse la relation entre la PCO2 et le contenu. Et effectivement, parce que cette relation, elle n'est pas linéaire. Il n'y a pas de linéarité entre la PCO2 et le contenu en CO2. Et de fait, comme il n'y a pas de linéarité, il y a un certain nombre de facteurs qui vont le faire modifier. Alors déjà, la première chose, comme vous le voyez, c'est que la courbe, elle n'est pas linéaire, elle est curvilinéaire, c'est-à-dire que selon l'endroit où on se trouve, la relation, elle est différente. Et puis surtout, elle va être cette relation va être modifiée, pardon, je vais y arriver, par un certain nombre de facteurs, et notamment par un effet qui est l'effet Haldane, qui fait l'objet de beaucoup de discussions. Je ne suis pas certain qu'il ait tant d'importance que ça, mais en tout cas, il y a effectivement indiscutablement un effet de l'effet Haldane. Alors l'effet Haldane, pour ceux qui ne connaissent pas ou ne se souviennent pas de ce dont il s'agit, c'est la façon dont la saturation de l'hémoglobine en oxygène va interférer sur la capacité de l'hémoglobine à fixer du CO2. Et donc plus l'hémoglobine va stocker de l'oxygène, moins elle va être capable de stocker et de fixer du CO2. Et de fait, ça va avoir un impact sur le contenu en dioxyde de carbone. Et donc par exemple, quand on augmente la PaO2, quand on passe par exemple d'une PaO2 à 50 mm de mercure, je dis n'importe quoi, à une PaO2 de 80 mm de mercure, et ben assez naturellement, on va avoir un déplacement vers la droite de la courbe de PCO2 CCO2. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une même valeur de contenu, la PCO2, elle sera augmentée. Et c'est vrai également pour l'hyperthermie, c'est vrai également dans les situations d'acidose métabolique. Dans les situations d'acidose métabolique, donc quand le pH baisse, on a une modification de la relation entre la PCO2 et le contenu en CO2. Ce qui veut dire que pour un contenu constant, on peut avoir différentes valeurs et différentes interprétations du coup de la pression veineuse en CO2. Et ça va évidemment dépendre également du débit cardiaque, c'est là où ça va être le plus intéressant, puisque naturellement, quand on produit tous du CO2, on est en train de le faire tout de suite, il n'y a pas d'accumulation de CO2. Le CO2, il est éliminé naturellement par le flux, par le débit sanguin, et puis le CO2, il va être éliminé par les poumons, sauf quand il y a une situation de stagnation veineuse, c'est-à-dire quand le débit sanguin permettant l'élimination de ce CO2 produit par les tissus est insuffisant, quand le sang stagne, il est insuffisamment éliminé, insuffisamment pris en charge et insuffisamment éliminé donc par les poumons. Et cette relation, on l'a retrouvée déjà très bien dans ce travail, donc le fameux papier dont je vous parlais tout à l'heure sur les tamponnades chez le chien. Et effectivement, quand on fait baisser le transport artériel en oxygène, et effectivement, quand on génère une tamponnade chez ces animaux, on fait baisser le transport en oxygène, et de fait, vous voyez, on va avoir un impact sur la production de CO2, mais également un impact sur la différence artério-veineuse en CO2. Quand le transport chute, ça s'accompagne d'une modification et au bout d'un moment d'une augmentation du gradient véno-artériel en CO2. Je vous ai dit, une relation entre le gradient véno-artériel en CO2 et le débit cardiaque, et ça c'est vrai pour différents niveaux de production de CO2. Et si on prend un niveau donné de production de CO2, par exemple 100 ml par mètre carré de CO2 produit par l'organisme, quand on se situe sur des gammes de débit cardiaque qui sont un petit peu élevées, eh ben on a des PCO2 vous voyez, qui sont assez peu importantes. Et puis surtout, si on fait varier le débit cardiaque dans un sens ou dans l'autre à ce niveau-là, ça va avoir assez peu d'impact et assez peu d'influence sur la PCO2. En revanche, quand le débit cardiaque est bas, et ben là vous voyez qu'une variation de quelques décilitres ou litres par minute de débit cardiaque, ça peut faire varier de façon très importante la quantité cette différence véno-artérielle en CO2. Et c'est évidemment vrai, quelle que soit la quantité de CO2 produit. Et donc la vraie question, c'est est-ce que c'est un marqueur supplémentaire d'hypoxie ou est-ce que c'est un marqueur au contraire, et vous allez voir que c'est plutôt la deuxième option, de la qualité ou de la quantité de débit sanguin
présent dans l'organisme pour éliminer le CO2 qui va être produit. Donc si on reprend ce que l'on est en droit d'attendre ou d'escompter d'une situation d'hypoxie tissulaire, quand il y a une hypoxie tissulaire, de fait, on l'a vu, il y a une diminution de la production aérobique, mais en parallèle de cette diminution de production aérobique, il y a une petite augmentation de la production anaérobique de CO2. Donc l'ensemble de tout ça fait que la VCO2 globale va plutôt diminuer. Donc si vous vous rappelez de la formule du PCO2 gap, donc produit du facteur K par le VCO2 rapporté sur le débit cardiaque, donc la VCO2, effectivement, elle, va diminuer. Donc ça dépend en grande partie du facteur K et du débit cardiaque. Et effectivement, quand on est dans une situation d'acidose métabolique, d'acidémie, parce que grand état de choc et ainsi de suite, donc quand le pH baisse, le facteur K va avoir tendance à augmenter. Donc l'ensemble contrebalance cette diminution de la production de CO2. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qui dépendent du débit cardiaque. Et donc, si finalement le débit cardiaque est insuffisant, et donc on se retrouve dans la situation que je vous évoquais tout à l'heure brièvement de stagnation veineuse, c'est-à-dire que le flux est insuffisant pour éliminer le CO2 qui est produit par les tissus, si le débit cardiaque est bas, l'ensemble va conduire à une augmentation ou à une élévation ou un élargissement de cette différence entre le CO2 présent au niveau veineux et le CO2 présent au niveau artériel. Si à l'inverse, le débit cardiaque est à l'évidence suffisant pour permettre l'élimination du CO2 tel qu'il est produit, et cette fois-ci, le gradient véno-artériel en CO2, on s'attend à ce qu'il soit normal, voire qu'il puisse être éventuellement diminué. D'où l'intérêt éventuellement de pouvoir orienter la prise en charge thérapeutique et guider peut-être, je dis bien peut-être, l'introduction d'un certain nombre de médicaments, notamment peut-être des inotropes, sur cette information qui nous est rendue par le gradient véno-artériel en CO2. Encore une fois, celui-ci renseignant ou renvoyant vers une adéquation du débit, le caractère suffisant ou non du débit à éliminer le CO2 qui va être produit. Alors vous savez qu'on peut modifier le transport artériel en oxygène de deux façons, puisque le transport artériel en oxygène, c'est le produit du débit cardiaque par le contenu artériel en oxygène. Et donc, si on baisse le débit cardiaque, évidemment, le transport va baisser, mais si on baisse le contenu artériel en oxygène à débit cardiaque constant, on va également faire baisser le transport artériel en oxygène, ce qui veut dire que l'on peut avoir des hypoxies tissulaires qui peuvent être soit d'origine ischémique, si le flux est insuffisant, si le débit baisse, ou d'origine hypoxique, si le contenu artériel en oxygène baisse à débit cardiaque constant. Et donc on peut avoir une hypoxie tissulaire d'origine ischémique ou une hypoxie d'origine hypoxique. Et c'est ce qui a été extrêmement brillamment, j'adore ce papier, c'est un de mes papiers de physio préférés, montré par, en tout cas suggéré par ce papier écrit par Benoît Vallée il y a quelques années, le fruit de son expérience nord-américaine. Ils ont au laboratoire, sur un membre isolé perfusé de chien, pu recréer exactement ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire soit on fait baisser le transport en baissant le contenu artériel en oxygène, c'est-à-dire on fait varier le contenu en oxygène, soit on fait baisser le transport de la même façon, de façon superposable, en faisant varier le débit. Et donc ils ont recréé expérimentalement sur ce membre isolé perfusé de chien un modèle d'hypoxie ischémique et un modèle d'hypoxie hypoxique. Et donc vous voyez, quand on a les deux modèles, au bout d'un certain temps, on trouve ce fameux point critique du transport en dessous duquel il y a cette DO2-VO2 dépendance. C'est-à-dire que chaque diminution de la consommation s'accompagne par une diminution du transport. Mais les deux modèles sont globalement superposables sur les modifications du transport. Les deux modèles sont globalement superposables quand on regarde la réponse en termes d'extraction du membre en oxygène. Les modèles sont également globalement superposables en termes de production de CO2. En revanche, ce qui dissocie de façon assez élégante les deux modèles, c'est le gradient véno-artériel en CO2. Et vous voyez que sur un modèle d'hypoxie hypoxique, le gradient véno-artériel en CO2 il bouge assez peu, alors que sur un modèle d'hypoxie ischémique, donc quand le flux est insuffisant, quand le débit est insuffisant, le gradient véno-artériel en CO2, lui, il a tendance à augmenter. Ce qui tendrait à attester l'idée que si on guidait la prise en charge ou la poursuite de prise en charge éventuellement après avoir fait le début sur les valeurs renseignées par le gradient véno-artériel en CO2, ça pourrait nous inciter, je dis bien ça pourrait, c'est pas dire qu'il faut forcément le faire, mais ça pourrait nous inciter à augmenter le débit, malgré le fait que le débit, tel qu'on l'a mesuré, quelle que soit la méthode de mesure que vous allez utiliser, nous paraît a priori adapté à l'instant T. Et donc le message essentiel, c'est que le gradient véno-artériel en CO2 n'est pas un marqueur d'hypoxie, puisque vous avez vu que quand on a une hypoxie d'origine hypoxique, ça ne semble pas bouger. C'est donc pas un marqueur d'hypoxie, c'est uniquement et avant tout un marqueur de la qualité du débit ou de la quantité de débit et du caractère suffisant du débit à éliminer le CO2 qui est produit par les tissus. Alors, est-ce qu'on peut utiliser un prélèvement non pas au niveau du sang vénomêlé, c'est-à-dire utiliser une swanne
est-ce qu'on peut le substituer par un prélèvement dans le territoire cave supérieur, c'est-à-dire simplement sur un caté central, ce qui évidemment simplifie l'accès à l'information? Il semblerait que oui, en tout cas, effectivement, la valeur qui nous est rapportée, elle n'est pas exactement la même, mais on est dans un range de valeurs qui permet d'utiliser assez fidèlement les informations qui sont celles d'un prélèvement sanguin qui ne vient pas non pas du sang veineux mêlé, mais qui est prélevé sur le territoire cave supérieur. Attention quand même, il faut que votre cathéter, entre guillemets, l'extrémité distale du cathéter veineux central soit correctement placé. C'est vrai pour la mesure de la pression veineuse en CO2, mais c'est d'ailleurs également vrai pour la saturation veineuse centrale en oxygène quand vous la mesurez. Si le cathéter est trop bas ou trop haut, pardon, s'il est mal placé, idéalement, il faudrait qu'il soit à la jonction entre la veine et l'oreillette. S'il est trop bas ou trop haut, ça vous renseigne, ça vous rend des valeurs qui vous sont erronées. Alors juste pour conclure, et ça reste toujours vrai, l'objectif final de notre prise en charge, c'est de savoir et de pouvoir identifier le plus précocement possible s'il persiste ou non une insuffisance de pression, une hypoperfusion tissulaire. Et une grande partie de notre prise en charge thérapeutique, elle est basée ou guidée par la persistance d'une hypoperfusion tissulaire. Il y a évidemment un certain nombre de modalités qui sont à notre disposition en clinique pour qualifier ou essayer de qualifier la qualité de la perfusion tissulaire. Là où ça devient problématique, c'est que malgré le fait d'avoir éventuellement normalisé l'hémodynamique, c'est-à-dire avoir a priori corrigé la pression, a priori avoir corrigé le débit, il y a un certain nombre de patients qui conservent des stigmates d'hypoperfusion tissulaire, malgré le fait qu'on a a priori fait correctement les choses, en tout cas tel que les recommandations nous le proposent. Et donc le gradient pourrait être un élément supplémentaire dans notre arsenal thérapeutique, mais il y a évidemment des limites. Il y a évidemment des limites à tout ça, puisque le gradient il pourrait être normal, alors qu'il y a effectivement quand même des stigmates d'hypoperfusion, donc c'est pas complètement parfait. Du fait de l'effet Haldane, un certain nombre d'auteurs suggèrent qu'il faudrait, dans un certain nombre de situations, non pas utiliser la pression, mais le contenu, et la différence de contenu véno-artériel en oxygène, et donc ne pas substituer le contenu par la pression. C'est sûrement hyper élégant, encore faudrait-il savoir comment on mesure réellement le contenu en CO2, et c'est pas si simple que ça, il y a différentes formules. Et à l'inverse, donc le gradient il peut augmenter malgré le fait qu'il n'y ait pas d'hypoperfusion tissulaire, donc ça voudrait dire qu'on pourrait être amené à décider d'introduire éventuellement un inotrope alors qu'il n'y a aucun argument pour le faire, et ça c'est vrai dans les situations d'hyperoxémie, et c'est vrai quand on fait notamment varier de façon très brutale la P petit a CO2, quand on génère une hypocapnie ou une alcalose respiratoire, ça va augmenter la production de CO2 de façon aérobique de façon transitoire, et donc ça va transitoirement faire augmenter le gradient, alors même qu'il n'y a pas d'hypoperfusion tissulaire. Pour autant, il n'est pas illogique d'imaginer qu'on puisse proposer des prises en charge ou des algorithmes tels que celui-ci, basés sur, évidemment, ce dont on dispose déjà, à savoir le lactate. Si les lactates sont élevés, jusqu'à preuve du contraire, il y a un truc qui ne va pas. Alors évidemment, on pourrait imaginer que ce soit, encore une fois, lié à une production aérobique de lactate, mais en tout cas, on se doit d'aller vérifier qu'il n'y a pas de souci. Je fais partie de ceux qui gardent une place dans leur cœur pour la SCVO2. En tout cas, je continue à utiliser la SCVO2 malgré le fait que les grandes études nous ont dit que c'était de la merde. En fait, c'est pas de la merde, c'est juste qu'il y a des limites qu'il faut connaître. Pour autant, la SCVO2, quand elle est basse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et qu'il faut qu'on corrige les choses. Et si la SCVO2 est basse et que le gradient est élevé, à l'évidence, c'est un argument pour augmenter le débit cardiaque. C'est également vrai si la SCVO2 est élevée et que vous avez un gradient qui est élevé, il y a probablement un certain nombre d'arguments qui doivent faire penser à ça. Et donc, il y a des algorithmes de prise en charge qui sont aujourd'hui proposés. Comme je vous le disais, malheureusement, on ne dispose pas, en tout cas à ma connaissance, d'essais randomisés qui ont testé l'implication ou la participation du gradient véno-artériel en CO2 dans une prise en charge hémodynamique. C'est ce qu'on va essayer de faire au travers de l'essai carbone, pour lequel on a eu la chance d'obtenir un financement par le PHRC national l'an dernier. Si vous êtes intéressé ou si vous avez envie de jouer avec nous dans cet essai, voici le contact pour participer à l'étude et vous êtes les bienvenus. Je vous remercie pour votre attention.